Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque. Ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, la première visite officielle du Premier ministre canadien en France. Quel en était l'enjeu? Devant les députés français, Justin Trudeau a défendu l'accord de libre-échange Canada-Europe, pas ratifié mais déjà en vigueur. Quel résultat pour le CETA côté canadien et côté français? Le président turc avance la tenue des élections présidentielles et législatives d'1 an et demi au 24 juin prochain. Cette précipitation s'explique-t-elle par un affolement du pouvoir? L'omnipotent Recep Tayyip Erdogan peut-il perdre? Jusqu'où ira-t-il pour garder le pouvoir? L'État d'Israël célèbre ses 70 ans. Quel bilan dressé de son histoire mouvementée? Comment les Israéliens jugent-ils leur passé et envisagent-ils leur avenir? Après des décennies de conflits entre Israéliens et Palestiniens, la paix est-elle une utopie? L'ancien président roumain a-t-il instrumentalisé le soulèvement de 1989 pour avoir le pouvoir? La justice s'interroge. Ion Iliescu est poursuivi pour crime contre l'humanité. Où en est la Roumanie dans le dossier fleuve de l'après-révolution? Et pour commenter, décrypter et analyser cette semaine d'actualité, voici tout de suite nos kiosqueurs. Régis Le Sommier, directeur adjoint de l'hebdomadaire français Paris Match et grand reporter, Mali, Afghanistan, Irak, etc. Spécialiste du Proche-Orient et du terrorisme, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la Syrie et sur le groupe État islamique. Myriam Benrad, politologue, vous enseignez les sciences politiques à l'université de Leiden aux Pays-Bas. Spécialiste du monde musulman, vous publiez Djihad, des origines religieuses à l'idéologie, idées reçues sur une notion controversée aux éditions Cavalier Bleu. Et puis Christian Rioux, journaliste, essayiste, chroniqueur politique et correspondant en Europe du quotidien québécois Le Devoir, également membre associé de la chaire Raoul Landurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Et puis nous retrouverons en fin d'émission Roxana Zamfirescu, journaliste à la télévision publique roumaine TVR. Merci à vous trois d'être déjà ici en plateau pour commenter cette actualité de la semaine. Si vous qui nous regardez, vous avez des questions, des commentaires, vous nous faites signe sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag le mot dièse kiosque ou alors sur notre page Facebook. On attend vos commentaires. Le Premier ministre canadien a donc effectué sa première visite officielle en France. Au second jour de son séjour, Justin Trudeau s'est exprimé à l'Assemblée nationale, égalité entre les sexes, environnement et accord de libre-échange Canada-Europe. La France doit encore le ratifier. Justin Trudeau n'a pas hésité à titiller les députés français. Les échanges commerciaux, lorsqu'ils sont bien encadrés, profitent au plus grand nombre. Et posons-nous la question, si la France n'arrive pas à ratifier un accord de libre-échange avec le Canada, avec quel pays imaginez-vous pouvoir le faire? Alors, Justin Trudeau applaudit, mais aussi hué. Christian, vous avez suivi cette visite à Paris. Est-ce qu'il a mis les pieds dans le plat avec cette phrase qu'il avait déjà dit auparavant? On est d'accord? Pas vraiment. Je pense que ça a fait sourire l'Assemblée nationale, mais Justin Trudeau oublie de préciser que la raison principale de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, c'était d'en avoir un autre après avec les États-Unis. Cet accord-là a été proposé pour la première fois par Jean Charest, premier ministre du Québec, qui a fait le tour de toutes les capitales européennes, qui est allé à Bruxelles vendre cet accord-là pour dire, regardez, faites-en un avec le Canada, après, vous aurez un accord avec les États-Unis, vous aurez créé un modèle, on pourra le reprendre, le modifier, le transformer. Évidemment, l'accord avec les États-Unis, oui, les temps ont changé. On n'avait pas prévu l'élection de Donald Trump, mais l'accord canadien était là pour ça. Et donc, Justin Trudeau est venu à Paris un peu, je dirais, redorer son image de gendre idéal, là, de prince charmant quelque part, parce que ça fait 2 ans et demi que Justin Trudeau a une image tout à fait inoxydable. Rien ne l'effleure, rien ne le touche. Et là, depuis 2 ou 3 mois, on sent qu'au Canada, les choses sont en train de changer. Pour la première fois, sont en train de changer. D'abord, il a fait un voyage catastrophique en Inde, où il s'est déguisé... parlé ici. Justement, oui, est-ce que cette visite à Paris a été bien perçue par la presse canadienne et québécoise? Elle a été perçue comme une façon de réparer les erreurs, je dirais, du voyage en Inde, mais aussi de redorer un peu l'image du Canada qui, par exemple, s'est fait demander de réintervenir
venir, qui annonce même qu'il va se réengager dans l'ONU alors qu'il saupoudre ici et là de petits hélicoptères de temps en temps pour la MINUSMA, mais sans vrai réengagement. Et puis, Justin Trudeau, surtout, fait la défense de l'environnement, mais a des gros problèmes au Canada avec ses oléoducs. Si on revient au CETA, est-ce qu'il a convaincu les députés français qui doivent ratifier et se prononcer sur le CETA à l'automne? Je pense qu'il aura eu pas trop de problèmes à convaincre ceux de la majorité présidentielle qui sont sur cette ligne globalement, et puis ceux qui sont hostiles, évidemment, ça va être la France Insoumise et le Front National, enfin en tout cas ceux qui pensent que le protectionnisme... Qui l'ont hué d'ailleurs. Oui, qui l'ont hué. Mais je pense que, moi je voudrais dire une chose, je trouve que Justin Trudeau a beaucoup de chance. C'est quelqu'un qui il a beaucoup de chance dans son parcours parce que vous parliez vous l'évoquiez en tant que gendre idéal. En fait, je pense que l'élection de Donald Trump est cette chance pour lui, parce qu'il n'arrête pas de promouvoir dans le monde le fait que le Canada, c'est cool. Le Canada, c'est adaptable. C'est un espèce de caméléon. Vous évoquiez son voyage catastrophique en Inde, parce que là, il est peut-être allé un petit peu trop loin dans le mimétisme ou l'amour du prochain jusqu'à finalement vouloir lui ressembler. L'amour du costume, dirait certains. Là, il prend pas beaucoup de risques. Il parle de l'égalité des sexes. Il parle de... Bon, finalement, il s'adapte au public français. Il va parler de libéralisme, de libre-échange avec un pays sympathique qu'est le Canada. Donc finalement, il a cette chance de pouvoir être peut-être le président, l'un des rares présidents planétaires. Il peut partir, et parce qu'il a Trump à côté. Il a l'affreux Jojo qui est au sud, qui promet de forer dans l'Arctique, qui promet de fermer les frontières. Lui dit le Canada, l'immigration, c'est une chance. Évidemment, quand on est un pays qui a 36 millions d'habitants pour 10 millions de kilomètres carrés, c'est sûr que c'est plus facile que pour un pays comme la France où il y a 360 000 kilomètres carrés pour 2 fois plus d'habitants. C'est quand même une vision très nord-américaine, Myriam, quand on l'écoute à l'Assemblée nationale? Écoutez, déjà c'est quand même un discours qui fera date, parce que c'est le premier dirigeant canadien qui tient un tel discours à l'Assemblée nationale. Alors oui, évidemment, sur la question du CETA, ça déclenche des réactions très diverses, très antagoniques, en tout cas dans le spectre politique français. Maintenant, je pense que je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il bénéficie d'une bonne image, ce qui est aussi valable pour Macron. La relation, les déclarations en tout cas de Macron au sujet de Trump, cette sympathie affichée, c'est parce que ça arrange finalement aussi notre président de la même manière que ça arrange un personnage comme Justin Trudeau d'avoir un Trump à côté. Forcément, effectivement, on a l'air plus cool, plus sympathique, plus ouvert quand on voit ce qui se passe aux États-Unis. Bon, alors maintenant, oui, c'est un langage politique très nord-américain qui remet au centre, l'idée du libéralisme, le libre-échange, le rapprochement avec l'Union européenne, mais qui, dans des termes très objectifs, est stratégique pour Trudeau, pour le Canada. Il y a le langage, le discours, mais il y a aussi ce qui est stratégique pour le Canada. Alors maintenant, là, pour rebondir sur ce qui a été dit en interne dans la société canadienne, oui, il est très décrié. Parce qu'il y a ces dérapages ou cette image un peu écornée par ce qu'il montre. En même temps, on s'est peut-être un peu fabulé, qui était Justin Trudeau. Mais au-delà, il y a des vraies questions. Alors, la question de l'environnement, la question des oléoducs, le fameux Trans Mountain qui qui crée des tensions maintenant très vives au niveau du camp des pro-environnement, de tous ceux qui sont concernés par ces évolutions, qui auront un impact sur le Canada. Donc c'est pas n'importe quoi cette idée, c'est pas seulement une question d'exportation. En étendant ce fameux pipeline vers Vancouver, il va y avoir des répercussions sur le long terme pour les communautés locales, pour une société qui n'est pas vraiment prête à ce type d'évolution. En même temps, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une remise en cause de cette image qu'il a véhiculée? Je ne pense pas. Je crois qu'il est simplement sur des logiques, finalement, de tous les chefs d'État, à savoir la défense des intérêts nationaux et puis une géopolitique où, tout de même, pour finir, il conserve, à mon avis, la sympathie du plus grand nombre en opposition à une figure comme Trump. Quel était l'enjeu de cette visite, le principal enjeu? Parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs dossiers qui ont été abordés.
Je pense que l'enjeu, c'était de redorer un peu le blason sur le plan international parce qu'il avait été un peu égratigné de ce côté-là. Mais je pense que c'était un enjeu aussi intérieur parce que Justin Trudeau est un peu à un point tournant en ce moment. Pendant 2 ans, rien n'arrivait à égratigner son armure. Absolument rien. Même que mes collègues commentateurs à Montréal se disaient « Mais il est inoxydable, ce gars-là. On peut rien faire. Rien. » Il ne baissait pas dans les sondages. Et depuis depuis 3 mois, il se passe là vraiment quelque chose, parce que Justin Trudeau est obligé de sortir, il légalise la marijuana, d'accord, ça a créé quelques frictions avec les provinces, mais personne n'était vraiment en désaccord avec ça. Et là, il entre dans le dur, c'est-à-dire l'environnement et la question du pétrole. Et là, les provinces, l'Alberta et la Colombie-Britannique sont en guerre civile, pratiquement. On menace d'interdire l'importation des vins de Colombie-Britannique en Alberta. Juste de l'autre côté des Rocheuses. Imaginez. L'Alberta menace même, est en train de passer un projet de loi en ce moment pour pouvoir restreindre les approvisionnements en pétrole de la Colombie-Britannique, ce qui ferait monter le prix de l'essence de façon tout à fait extraordinaire. Donc, Justin Trudeau est pour la première fois devant un vrai débat où il va devoir imposer, je dirais, l'intérêt national au Canada, et ça sera pas beau, et il va devoir le faire en tapant du poing sur la table, alors qu'on n'imagine pas Justin Trudeau taper du poing sur la table. C'est tout à fait contraire à son image, et il va devoir le faire parce que les enjeux sont énormes. Il s'agit du développement des ressources pétrolières canadiennes qui sont extraordinaires, qui sont parmi les plus polluantes au monde. Les sables bitumineux de l'Alberta, de l'Athabasca, c'est extrêmement polluant. Et donc, Justin Trudeau va devoir, quelque part, briser l'armure, là, et il est sur le point de le faire. Et les conservateurs, aujourd'hui, le menacent dans les sondages. En Ontario, il y aura des élections en Ontario prochainement. On prédit une victoire des conservateurs. Ça va assez mal pour lui en ce moment. Les relations entre Paris et Ottawa sont bonnes. On l'a vu avec Justin Trudeau et Emmanuel Macron cette semaine. Ça se confirme? Oui, je pense que ça se confirme. Il n'y a aucune raison aujourd'hui que ces relations soient dégradées. Il y a pas. Je pense que voilà, on est face, on l'évoquait tout à l'heure, à 2 types d'hommes qui sont quand même assez comparables, qui ont ce côté. Et puis il faut reconnaître à leur avantage, c'est que ils apparaissent comme les deux à ne pas être dans cette flopée d'autocrates qui domine l'actualité. On évoquera la Turquie tout à l'heure, même on parlait des 70 ans d'Israël également, d'hommes forts. Eux ont une image un petit peu différente, ont cette image de libéraux, de gens accueillants, entre guillemets. Même s'il y a la réalité. C'est le problème, en fait, le problème de Macron et le problème de Trudeau, c'est la confrontation en réel, finalement. C'est que cette confrontation, elle va bien arriver. On veut bien que la communication soit là, on veut bien que les comparaisons, on est très content, j'imagine Trudeau est très content quand on compare un peu à un Kennedy canadien, et Macron aussi avec cette espèce de figure aussi très lisse et très belle. Mais quand le réel, on le voit déjà en France, la France, c'est un pays pas simple. Vous évoquiez les problèmes internes du Canada. Il suffit pas de se prétendre écologiste. On sait que le Canada, il n'y a pas que la question du pétrole d'ailleurs, il y a eu la question aussi des coupes à blanc dans les forêts et de l'atteinte finalement au patrimoine de l'humanité qui a été fait au Canada pendant un moment. Alors maintenant peut-être qu'il y a des mesures qui ont été prises, mais en tout cas Justin Trudeau va devoir, lui, comme Emmanuel Macron, se confronter au réel, et là peut-être que l'image et que la communication ne fera pas tout. Christian, pour conclure. En même temps, moi j'étais à l'Élysée au moment où il est intervenu avec Emmanuel Macron. C'était étonnant de voir comment, à la fois Macron et Trudeau tenaient un discours qu'on aurait pu entendre il y a 15 ans, il y a 20 ans, sur la mondialisation heureuse, plus de libre-échange, plus de liberté, plus de progrès, plus de croissance. Et les deux s'encourageaient l'un l'autre à tenir un discours qu'on n'entend plus nulle part, qui est disparu complètement aujourd'hui. Personne ne dit ça aux États-Unis. La mondialisation heureuse, c'est le rêve d'il y a 10, 15 ans. Et en même temps, on a l'impression de 2 chefs d'État qui tiennent encore cette espèce de discours. Les derniers, c'est un peu nostalgique. Il y a un petit côté nostalgique, j'avoue, en les écoutant. Et le prochain rendez-vous de la mondialisation heureuse, je reprends vos termes, ce sera en juin, le sommet du G7. Au G7, dans Charlevoix, oui. Voilà, exactement, que le Canada présidera. On en reparlera ici. Je vous propose qu'on avance, qu'on passe à la Turquie. Le bruit courait depuis quelques semaines, mais l'annonce a pris tout le monde de court. Le président a avancé la tenue des élections présidentielles et législatives au 24 juin prochain, soit 16 mois plus tôt que prévu. Question qu'on va se poser, pourquoi
pourquoi cette précipitation. Mais d'abord, on écoute l'annonce de Recep Tayyip Erdogan. Changer de système politique est devenu urgent. Notre nouvelle organisation politique doit nous permettre de prendre des décisions fortes pour l'avenir de notre pays. Les élections se tiendront donc le 24 juin prochain et la haute autorité chargée des élections prendra les mesures qui s'imposent pour organiser ce scrutin. Et un point presse après une rencontre avec son allié ultranationaliste Devlet Bahçeli. Quelle est la stratégie de Recep Tayyip Erdogan en avançant d'1 an et demi les élections ? Alors déjà, je pense qu'il faut peut-être s'attarder sur la notion d'affolement. Il n'y a pas d'affolement, hein, parce que tout cela est très calculé de la part d'Erdogan depuis un certain temps. Je renvoie à l'année dernière au référendum sur la Constitution et sur la transformation amorcée sous donc la domination d'Erdogan de la Turquie vers un régime, cette transformation de la Turquie vers un régime présidentiel, donc autoritaire, on peut le dire. Il y a une dérive autoritaire qui est à l'œuvre. Hyper-présidentialisme, suppression de certaines fonctions, donc remise en question du modèle que la Turquie avait entendu incarner depuis un certain nombre d'années. Donc il n'y a pas d'affolement. Alors, il est évident qu'au niveau plus circonstanciel, il y a une baisse dans les sondages, enfin il y a une remise en question, surtout sur le plan économique. C'est-à-dire qu'en en prenant cette décision, en avançant la tenue des élections quand même d'1 an et demi, c'est pas rien, il anticipe ce qui pourrait être une dégradation du contexte économique et il sait que c'est ce qui va peser sur les décisions de l'électorat, parce que l'électorat turc accorde une importance très grande à la question économique, surtout dans un pays où aujourd'hui on a énormément de pression à la fois interne mais aussi évidemment régionale. La question des réfugiés, la question des rapports avec le monde extérieur. Sur le plan interne, c'est justifié au titre de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre les ennemis de la Turquie. Donc là, il y a énormément de discours aussi autour de la question syrienne. Il y a cette forme de paranoïa à l'œuvre dans les différents discours d'Erdogan qui considèrent que la Turquie est en danger, qu'un certain nombre d'acteurs de forces extérieures, mais aussi internes, en veulent à la Turquie. Donc il y a ce discours hyper-nationaliste qui, en fait, a un écho assez important aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Donc tout cela, c'est une stratégie calculée, qui est aussi la résultante de la pression de ses alliés à droite, de la pression des nationalistes. Et puis évidemment, en faisant ça, il sait qu'il coupe l'herbe sous le pied de l'opposition, qui va avoir 70 jours, ou un peu moins de 70 jours pour s'organiser. Pour s'organiser, 2 mois à peu près. 2 mois. Bon, ce qui n'est pas suffisant pour sérieusement nommer des candidats, préparer les choses. Donc mais c'est pas un affolement. C'est pas un personnage qui s'affole, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement. C'est la presse d'opposition qui parle d'affolement. Vous êtes d'accord avec Myriam ? Il n'y a pas d'affolement, tout est très calculé. Et... Je pense quand même, il y a aussi je mettrai un petit bémol quand même sur le fait qu'Erdogan est quelqu'un qui aime le référendum de l'année dernière. Bon. On est passé effectivement d'un régime parlementaire à un régime présidentiel. C'est une première étape, mais il y a la conscience, je pense, cette fois-ci aussi, que le coup d'État manqué ou instrumentalisé a quand même affaibli son autorité. Notamment, on l'avait affaibli militairement, puisqu'un certain nombre de putschistes désignés faisaient partie des cadres de l'armée. Et il y a eu, de la part d'Erdogan, une prise de conscience, je pense, de ça. Donc il y a un peu une fuite en avant. Je dis pas que je suis d'accord que c'est un calcul, mais il y a aussi beaucoup de paris là-dedans. L'idée pour lui, c'est quand même d'obtenir un pouvoir sans précédent actuellement dans toute l'histoire de la Turquie, de la République turque. Il va devenir chef du gouvernement, chef de l'État, chef du gouvernement, chef de la police, chef de l'armée, chef du parti au pouvoir aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de considérable. Et je pense qu'il veut pousser ses pions, il veut pousser son avantage. Sa campagne militaire qu'il a introduite évidemment à Afrin et contre les Kurdes, d'une certaine façon, est un succès. Même si il y a eu des pertes turques, elles n'ont pas été aussi considérables. Et puis, il y a eu une utilisation des rebelles syriens assez optimale, de façon à lui faire gagner ce territoire. Donc, il a conquis, attention, il faut bien regarder les choses, sur la question d'Afrin, le cœur, finalement, du Kurdistan syrien,
rien, parce que c'est le pays qui a donné le plus de cadres aux YPG, qui sont évidemment l'émanation du PKK, donc le parti dit terroriste par les Turcs, et qui est un peu son obsession. Donc il a, d'une certaine façon, réussi cette campagne militaire où il n'y a pas d'enlisement. Voilà, et il veut pousser son avantage au niveau de son opinion en manipulant une nouvelle fois cette obsession anti-kurde qui est dans l'opinion turque. Et il y a en ce moment en Turquie un sentiment nationaliste, peut-être qu'il va pousser l'avantage, mais ce sentiment est bien là en ce moment en Turquie. Oui, je dirais que c'est toute l'ambiguïté de ce type de régime autoritaire qui ont un aspect autocratique, évidemment, ou autoritaire, qui décide et tout ça, qui supprime la démocratie, mais qui, en même temps, doit aller consulter le peuple de temps en temps. C'est pas la dictature, c'est pas la démocratie, évidemment, mais c'est pas la dictature non plus. Donc, on a l'impression qu'Erdogan s'est dit, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de le faire. Les raisons économiques, je pense, sont très importantes. 7% d'inflation, les prévisions sont assez mauvaises, et les islamistes au pouvoir en Turquie ont toujours été très, très fermes sur la question de l'économie. Ils ont promis la croissance économique. D'autant qu'il y a eu une croissance importante. Et là, elle a ralenti. Voilà. C'est extraordinaire, la croissance que ce gouvernement a amenée en Turquie est tout à fait extraordinaire et tient son prestige, d'ailleurs, en bonne partie, je pense, en bonne partie de ça. Ce qui va être intéressant de voir, c'est peut-être la réaction des Européens. Comment les Européens, vous savez que les dernières campagnes électorales référendaires, en particulier turques, se sont déroulées aussi sur le sol européen. Erdogan a une conception particulière de la nation et de la démocratie. Il tient des meetings électoraux aux Pays-Bas, en Autriche. Et voilà, est-ce qu'il va faire la même chose? Il a annoncé déjà un grand meeting, je ne sais plus, avec 100 000 personnes. C'est ce qu'il annonce déjà, sans dire dans quel pays ça va se passer. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir comment les Européens, qui sont quand même... on sait qu'Erdogan tient quand même le robinet des migrants. Comment les Européens vont réagir à cette campagne? Il faut consulter la population quand même régulièrement. La dernière fois, c'était il y a un an, c'était pour le référendum, mais c'était passé quand même plutôt de justesse, 51,4% si ma mémoire est bonne. Est-ce que Erdogan pourrait perdre la présidentielle? Est-ce que c'est un scénario qu'on pourrait envisager? Oui, alors, je suis assez d'accord, il y a une notion de pari, parce qu'il n'est pas idiot, il sait qu'il revient de loin. C'est vrai qu'il a fait passer le référendum, mais enfin, ça a été à 50%. Donc ça prouve qu'une partie de la Turquie n'est pas en accord avec ces évolutions. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, la conception de toute façon de la démocratie dans cette région, là, c'est plus sur le mode de la consultation. On a face à nous des dirigeants qui consultent le peuple, mais les décisions sont prises. D'ailleurs, cette logique de concentration des pouvoirs que vous avez mentionnée, de passage à l'hyper-présidentialisme, donc de fait à un régime de type autoritaire, elle est plus ou moins implicitement actée par une partie de la population, qui adhèrent à cette idée de l'ennemi intérieur, qu'il soit kurde, djihadiste, même si on sait très bien que le rôle de la Turquie sur ce plan a été plus qu'ambivalent, ou qu'il soit l'ennemi extérieur. Donc, comme je l'ai dit, ce discours... Ce rôle pourrait d'ailleurs continuer à être ambivalent. Je pense que vous évoquiez la carte migratoire à propos de l'Europe, dans ses relations avec l'Europe, mais il y a aussi le traitement des djihadistes, et notamment de ceux qui sont susceptibles de revenir en Europe. Je ne dis pas que Erdogan va ouvrir les robinets en disant, mais là aussi, ils sont tous passés par la Turquie, ils l'ont fait dans un sens, ils pourraient très bien le refaire dans l'autre. Et donc là, il a plusieurs cartes en main, notamment vis-à-vis des gouvernements allemands, des gouvernements français. Et d'ailleurs, on le voit bien, au moment de la campagne d'Afrine, les réactions étaient plus que calmes de la part modérée de la part des chancelleries européennes. Myriam, pour terminer. Oui, non, mais oui. Alors de toute façon, cette ambivalence, ces ambiguïtés sur la question du terrorisme, sur la question des rapports à l'Union européenne, c'est ce qui fait son génie politique en quelque sorte. Erdogan, il danse sur plusieurs tableaux. C'est quand même un dirigeant auquel on peut reconnaître une certaine intelligence. Il a réussi effectivement de manière sans précédent à transformer la Turquie, la République turque, donc le modèle kémaliste, et en emportant l'adhésion d'une partie importante de la population, parce qu'il se présente comme le père de la nation. Il y a tout ce paternalisme politique qui est très propre à la région, sur lequel il a su jouer en s'attirant par ailleurs le soutien d'un certain nombre d'autres forces politiques, avec donc un camp social-démocrate qui se trouve de fait sur le long cours laminé. Pour finir, au plan régional, au plan international, il y a vraiment comme je l'ai dit, cette paranoïa, en tout cas ce discours de la Turquie en danger. Ça aussi, ça joue. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Turcs se sentent forcément à l'aise face à un environnement régional qui est marqué par l'ascension d'un certain nombre d'autres pouvoirs, l'Arabie saoudite, dans le camp sunnite, l'Iran évidemment. La crise syrienne qui est vécue par les Turcs
comme une question nationale, comme une question sécuritaire nationale. C'est comme ça qu'ils le vivent. Donc il ne faut pas s'étonner de ce qui s'est produit à Afrin ou de la manière dont les Turcs y réagissent. Ils y réagissent en ayant en tête simplement cet intérêt national qui est prédominant dans le langage. Voilà, bon, je pense qu'il faut s'attendre de toute façon à ce que ces évolutions se poursuivent. Je ne vois pas comment, en tout cas en l'état, on verra les résultats, mais ça ne changera pas, à mon avis, la dynamique de fond. Il y a une dynamique qui s'est enclenchée. Moi, face à la Turquie, j'ai toujours le souvenir, d'ailleurs, autour de cette table ici même à Kiosque, il y a 7-8 ans ou il y a 10 ans, où on nous expliquait certains nous expliquaient que était en train de naître une démocratie chrétienne musulmane. Erdogan était le représentant de ça, c'était le pari qui allait enfin être remporté. On allait nous prouver que l'islam était capable de produire une démocratie chrétienne et un pays qui, évidemment, il y aura de la religion, mais il y aura surtout de la démocratie. Et on voit le chemin parcouru depuis à cette époque, à une époque où on écoutait les laïcs turcs nous dire non, ça n'arrivera pas, on va supprimer le régime laïque. Et aujourd'hui, on est en train de réislamiser massivement l'université. Alors, qu'est-ce qui a conduit à ce qu'on qualifie souvent de dérive ? Écoutez, je pense que la Turquie vit ce que vit toute une partie du monde où on voit l'islamisme se répandre un peu partout et on sent bien que cet islamisme n'arrive pas à trouver encore, en tout cas, des formes démocratiques aujourd'hui pour s'exprimer dans des pays, que ce soit en Europe ou que ce soit je crois que ça a été le propre de beaucoup de pays de la région. Je veux dire, depuis l'Irak de Saddam Hussein, même la Syrie de Bachar, d'essayer d'être sur la question de l'islam en avant pour justement contrôler, ou pour essayer en tout cas et je pense que ce qu'essaye de faire Erdogan aussi, c'est l'idée du père de la nation est idéale puisqu'elle est incarnée à travers le kémalisme dans l'imaginaire collectif. Donc l'idée est là, il suffit de la reprendre. Il la reprend et je pense que là aussi, dans son pari électoral, il y a cette idée de faites-moi confiance. Jusqu'à présent, vous m'avez fait confiance. Vous avez vu ce que je vous ai fait. Vous avez vu comment la Turquie est redevenue une grande nation qui parle pas d'égal à égal, mais enfin en tout cas avec la Russie. C'est aussi une des clés de ce qui est en train de se passer. Qui reste membre de l'OTAN. Qui reste membre de l'OTAN, donc qui arrive à préserver ses intérêts, même aussi en ayant des relations avec l'Iran qui sont très intéressantes aussi, cette espèce de diplomatie parallèle. Je pense que oui, pour revenir sur ce que vous avez dit sur l'islam, oui, c'est l'idée que l'État peut encadrer l'islam, en tout cas, ou qui peut accompagner cette poussée qui existe dans ces pays, et je pense que beaucoup ont essayé, pas toujours avec une réussite, de s'attaquer à ce problème de cette façon, et Erdogan le fait, à mon avis, avec cette idée-là derrière. Question pour conclure, jusqu'où il ira pour garder le pouvoir ? Enfin, moi, juste peut-être un mot quand même sur cette idée de démocratie. L'idée de la démocratie dans la région n'a rien à voir avec ce qu'on entend par démocratie. En tout cas, l'imaginaire du leadership politique turc ou arabe, si on se déplace du côté de l'Égypte ou d'autres pays, face à la démocratie, c'est plutôt sur le mode de la consultation. Donc en fait, ces élections, généralement, elles sont tenues pour confirmer un pouvoir, confirmer des évolutions. Donc c'est bien pour ça que je pense qu'il faut distinguer le moment électoral de ce que ça signifie pour les dirigeants, pour l'élite politique au sens large, parce qu'en fait, on est sur des systèmes aussi qui sont des systèmes où il y a vraiment, en fait, peu de mobilité, peu de circularité, où on a des phénomènes de reproduction sociale très importants. Donc en fait, on le voit aussi par exemple avec les prochaines élections législatives en Irak. Dans ces pays-là, ce n'est pas la démocratie, si vous voulez, au sens où on la comprend. Et aussi au niveau de l'imaginaire populaire, on est sur des consultations, on est sur une vision du dirigeant comme du père. Il joue aussi beaucoup là-dessus, évidemment, puisque ça sert ses intérêts. Moi, je pense encore une fois qu'il faut dissocier le moment électoral. Donc parce que dans certains cas, ces élections, elles ne visent encore une fois qu'à avaliser des pouvoirs ou des logiques déjà en place, de ce qui va se produire en Turquie. Et à mon avis, la Turquie est revenue effectivement à une forme de conservatisme social qui est prédominant aujourd'hui dans la société. C'est pas
il y a aussi évidemment une opposition progressiste, mais elle perd de plus en plus de terrain, et des formes de pratiques politiques donc autoritaires. On le voit aussi avec les votes, juste je vais finir là-dessus, les votes ils ne sont pas libres en Turquie. Le pouvoir va certainement essayer d'influencer l'électorat dans certaines régions, voire mettre l'électorat, bien sûr, l'état d'urgence, exercer des pressions, dans les contrées ou dans les localités kurdes, ils ont menacé, je veux dire, de brûler les villages, de brûler les infrastructures, les maisons, etc. si on ne votait pas en faveur lors du dernier référendum sur la Constitution, si on ne votait pas en faveur des décisions qui avaient été prises par le pouvoir. Donc la logique de fond structurelle, elle est là. Hein. Retour vers l'autoritarisme. Et rendez-vous dans les urnes pour les Turcs, ce sera le 24 juin prochain, peut-être un second tour le 8 juillet. Et si Recep Tayyip Erdogan est élu dans 2 mois, il pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2028 de quinquennat. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque sur TV5 Monde, la première chaîne francophone mondiale. On continue à passer l'actualité en revue avec Régis Le Sommi de Paris Match, la politologue Myriam Benrad et Christian Rioux du Devoir. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion, chef des sionistes de Palestine, proclamait la naissance d'Israël. Pour les Juifs, c'était la création d'un rêve, la réalisation d'un rêve. Pour les Arabes, une catastrophe. 70 années d'existence, célébrées en fait cette semaine selon le calendrier hébraïque. Le président israélien lors des cérémonies militaires. L'armée de l'air israélienne montre le talent de ses pilotes, un spectacle admiré par des dizaines de milliers d'Israéliens en liesse, mais aussi un symbole des menaces qui n'ont cessé de peser sur l'État hébreu depuis 70 ans. Lors de la traditionnelle cérémonie d'ouverture au mont Herzl à Jérusalem, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rappelé que la sécurité d'Israël n'allait pas de soi pour justifier sa ligne dure. Je pense toujours au prix à payer et à la façon dont il est possible d'empêcher les pertes. Mais en même temps, je sais que notre existence ne peut être garantie sans l'héroïsme et les sacrifices de nos combattants. Dans les moments d'épreuve, nous devons défendre fermement notre existence et nous dresser comme un rempart contre nos ennemis. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion déclare l'indépendance d'Israël. Moins de 24 heures plus tard, le jeune État juif est attaqué par 4 de ses voisins arabes. Commence alors un autre chapitre de l'histoire de la région, lui aussi commémoré aujourd'hui. 700 000 Palestiniens ont dû fuir, souvent chassés de leur village. La plupart n'ont jamais pu retourner chez eux, pas plus que leurs descendants. Aujourd'hui, près de 3 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, occupée par Israël depuis plus de 50 ans. Pour rappeler leur version de l'histoire, plusieurs milliers de Palestiniens ont manifesté, car pour eux, ce jour que l'État hébreu célèbre dans la joie est celui de la Nakba, la catastrophe. D'année en année, on voit de plus en plus de jeunes. Ça signifie que la jeunesse a de plus en plus conscience de son histoire et qu'elle affirme plus fortement son identité palestinienne. C'est ainsi que nous élevons cette génération. Un événement, 2 peuples, 2 versions de l'histoire et une paix qui semble toujours bien loin. 70 années d'une histoire mouvementée. Quel bilan vous en tirez les uns et les autres de cet état d'Israël ? 48, c'est la date charnière. Parce qu'il y a toute une époque, souvenez-vous, quand on parlait du processus de paix, quand on a initié Oslo dans les années 90 et qu'on parlait de processus de paix, on se référait souvent à 67. Moi, j'ai eu récemment des discussions avec des Palestiniens et des Israéliens qui m'ont dit qu'il faut revenir à l'origine. Il faut revenir aux origines du problème, c'est 48. Enfin, le problème, en tout cas, israélo-palestinien. Donc, effectivement, il y a tout un narratif qui s'est cristallisé du côté israélien depuis. Le narratif de la nation, l'après la Seconde Guerre mondiale, ce que ça représente à la fois pour les Israéliens, mais aussi évidemment pour les communautés juives à travers le monde. Et puis de l'autre, le narratif palestinien qui n'a pas vraiment évolué, en fait, depuis 48. Donc, c'est une date charnière. Et les racines de tout ce qui a suivi, remonte vraiment à cette période. C'est-à-dire que le problème palestinien aujourd'hui, au regard des événements qui ont eu lieu récemment à Gaza, donc cet énième épisode d'un non-conflit, finalement renvoie toujours à ce que 48 a marqué et à ce qui est irrésolu. C'est-à-dire que fondamentalement, quel État palestinien, mais quel État israélien aussi, parce que c'est un État qui est complexe, une société en tout cas qui est complexe. On le voit aussi, les réactions à ce 70e anniversaire, elles sont très enthousiastes, mais aussi sur la réserve, dans certains cas, au regard des événements de Gaza. Donc, est-ce que les choses ont fondamentalement changé ? Quel processus de paix ? Sur quel fondement aussi ? Parce qu'on a du mal à croire aujourd'hui qu'on va faire une relance d'un processus de paix qui est quand même assez moribond. Israël, un échec, une réussite après 70 ans ?
La création d'Israël, c'est un peu miraculeux. On ne crée pas comme ça un nouvel État à partir de rien dans le monde. C'est un peu étonnant. C'est une conjonction de circonstances, à la fois sur le terrain, à la fois après la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, la conscience de tout ça. En même temps, on crée une nation israélienne de toutes pièces, quelque part, mais on crée une nation palestinienne qui n'existait pas véritablement avant. Il y avait quoi? Des Jordaniens qui étaient là, il y avait des gens qui aujourd'hui se définissent comme une nation palestinienne. Donc, on crée la nation palestinienne en même temps. Elle apparaît là, et beaucoup, je le dis d'autant plus que, vous savez, les conquêtes souvent créent les nations. On ne parlait pas des Canadiens français avant la conquête britannique. On était des restants d'une colonisation française. Ça a créé une nation. Les nations se créent souvent comme ça. Je dirais que 70 ans plus tard, évidemment, on est face à un rêve qui est le rêve des deux États, évidemment, qui aujourd'hui fuit de partout, en tout cas qui aujourd'hui semble en tout cas souvent répété comme un leitmotiv parce qu'il faut absolument le répéter, même ceux qui n'y croient pas le répètent. Pas parce qu'il ne faut pas y croire, mais parce que dans la réalité, il ne se réalise pas. C'est-à-dire, ce qui est en train de se réaliser concrètement dans la réalité, c'est celle d'un seul État. Ça, on va y venir, évidemment, parce que c'est ce qui soutient, en fait, cette problématique. Absolument, c'est ça qui se produit en ce moment. Depuis des décennies. Mais pour vous, est-ce que c'est plutôt un échec, plutôt une réussite, ces 70 années d'histoire assez chaotique? Assez chaotique et d'histoire dans la guerre, puisque la nation israélienne a été faite de A à Z, à tel point que certains disent, sans la guerre, en fait, sans cet entretien de la guerre permanente, cette idée de la guerre, elle risque de perdre, ou en tout cas, elle risque de s'effacer. Mais est-ce que le projet de départ sioniste a un petit peu perdu de son âme dans cette guerre en permanence? Moi, je mettrais deux périodes. En fait, il y a eu une période où, effectivement, la question, le conflit israélo-palestinien a été central. Ça a été la matrice du monde arabe, à l'histoire du Golan aussi, qui est très importante. Moi, je me souviens d'avoir assisté à un entretien avec le ministre des Affaires étrangères qatari à Doha, et ce ministre des Affaires étrangères partir dans une tirade en disant que le Golan appartenait à la Syrie, c'était il y a quelques années. Je parle de ça, la Syrie étant l'ennemi du Qatar. Mais la question du Golan semblait dépasser tout. De même que la question palestinienne, à une époque, était vraiment cruciale. Il me semble que depuis 2003, avec l'invasion américaine de l'Irak, avec toutes les conséquences de cette invasion, avec la guerre civile syrienne, avec toutes les conséquences de cette guerre, la question d'Israël et de la Palestine est passée au second plan. Elle est revenue aux avant-postes récemment, notamment à la faveur de la décision de Donald Trump de déplacer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, effectivement à ces commémorations des 70 ans, l'histoire de la Nakba et le fait. Et puis elle est revenue avec une interrogation. Il y a une différence, c'est que on parle effectivement à chaque fois qu'on parle du processus de paix, on parle du processus qui reconnaît deux États. Il y a aujourd'hui, même chez les Palestiniens, l'idée aussi d'un seul État, d'une identité palestinienne qui serait dans l'État d'Israël. Alors ça, c'est intéressant, parce que là, vous avancez l'idée d'un État binational. Il y a la question de la démographie. Ça pose la question des Palestiniens, la marche du retour, le retour des Palestiniens. Mais on sent un désenchantement chez les Palestiniens aussi par rapport à la solution à deux États. Oui, mais c'est aussi la conséquence d'un processus de paix qui n'a pas fonctionné, qu'on a tenté de relancer, qu'on a mis sous perfusion pendant un certain temps, et puis au final, il n'y a plus de processus de paix aujourd'hui, si on dit les choses simplement. Oui, des enchantements, mais je dirais des deux côtés. Des enchantements du côté palestinien, pourquoi? Parce que dans la bande de Gaza, comme en Cisjordanie, les conditions de vie sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire extrêmement précaires. On a tout un processus d'implantation juive qui n'a jamais cessé, qui s'est démultiplié au cours des dernières années. Donc de fait, quel État, quelle base territoriale, quelle souveraineté lorsqu'on a des faits qui contredisent aujourd'hui ce qu'on a pu acter à un certain temps dans les résolutions internationales. Aujourd'hui, c'est en parfaite déconnexion de réalité. Et on sait très bien qu'on va pas revenir en arrière. Ce sera très difficile. En tout cas, le gouvernement israélien actuellement n'est pas disposé à revenir en arrière. Donc il n'y aura pas de gestes comme Ariel Sharon en avait fait par le passé. Ça, c'est fini. Et il est appuyé à 100% par les Américains. Et du côté israélien, oui, parmi certains
dans certains milieux, il y a un désenchantement parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas. Donc oui, il y a un mouvement d'ailleurs de jeunes qui appellent à la formation d'un seul État. Un discours qui est parfaitement inaudible pour une partie de la classe politique israélienne, la toute tendance confondue, parce que ça signifierait un État binational, comme vous le disiez, ça signifierait la perte de l'identité juive, donc de ce qui fait pour beaucoup l'essence de cet État d'Israël. Je vais citer la ministre de la Justice israélienne, Ayelet Shaked, c'était le 12 février dernier. Elle disait maintenir une majorité juive, même au prix de la violation des droits. Elle disait ça dans le contexte de la proposition de loi qui vise à définir Israël en tant qu'État-nation du peuple juif. Personne n'a tellement réagi à cette phrase, ça n'a pas suscité un grand scandale. Oui, enfin, la question qui est posée à l'État juif, dans l'espèce d'État, parce qu'on est un peu dans un état de paralysie. On attend le départ de Mahmoud Abbas, on sait qu'il est malade, on ne sait pas qui va lui succéder. On a l'impression que tout ça est un peu figé en ce moment, et que la seule chose qui se crée, c'est un État d'Israël, incluant de plus en plus la Cisjordanie, 400 000 colons en Cisjordanie. Effectivement, on voit mal comment on pourrait tous les retirer. Il y a aussi une proportion de population arabe et palestinienne dans l'État d'Israël déjà en partant. Et c'est ça qui est en train... Et je dirais que... Qu'a-t-on vu depuis une dizaine d'années? Sinon, presque la disparition du débat à l'intérieur d'Israël sur cette question-là, la disparition de la gauche israélienne. Même un écrivain comme Abraham Yehoshua, aujourd'hui, nous dit il va y avoir un seul État palestinien. J'ai rêvé des deux États, mais la réalité me dit qu'il n'y en aura qu'un. C'est ce que je vois. Et le principe de réalité fait que, il faut aussi s'y conformer parfois. Il y a quand même... les anniversaires sont quand même l'occasion souvent évidemment, dans le cas d'Israël, peut-être encore plus, de revoir les valeurs et ce sur quoi Israël a été fondé, c'est-à-dire cette idée d'accueillir les Juifs persécutés, le legs de la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui a pu... Et puis, on a vu, et c'est évidemment concomitant, ce qui a pu se passer pendant les marches palestiniennes, avec des soldats qui, quand même, visiblement, tirent à vue. Maintenant, je dis pas qu'ils ont été dans l'histoire très sourcilleux sur les opposants et la façon de les... mais là, on a vu quand même des cas, encore récemment, là, d'un adolescent tué par balle. Pratiquement, on a vu aussi un journaliste désigné comme tel se faire abattre par un sniper. Donc là, on a... Est-ce qu'Israël devient un État illibéral d'une certaine façon? C'est aussi... je m'en réfère aussi à ce qui peut se passer, par exemple, sur le soutien de la communauté juive américaine. Le fait que Nathalie Portman, par exemple, qui représente, qui devait se faire décerner le prix Genesis, a refusé d'y aller. Elle a refusé d'y aller. Donc il y a une interrogation sur la façon dont se comporte l'armée. Évidemment, de l'autre côté, on vous dira que le Hamas instrumentalise les manifestants en faisant, et que la plupart des gens qui ont été tués sont des membres du Hamas. J'ai quand même un peu de mal à penser qu'un adolescent de 15 ans est vraiment un membre du Hamas, en tout cas qu'il fasse tirer dessus ou l'abattre. Il y a un raidissement des deux côtés, côté palestinien, côté israélien. Est-ce que les camps qui sont en faveur de la paix, il y en a des deux côtés aussi, ceux qui sont en faveur de la paix des deux côtés, ont encore une place pour se faire entendre? Oui, c'est ce que je disais. Il y a par exemple le mouvement de ce qu'on appelle les one-staters, ceux qui sont donc, partisans d'un seul État, à la fois du côté israélien et palestinien. On a un tissu associatif, militant important des deux côtés qui se parlent. Bon, mais c'est des personnes, des groupes minoritaires en réalité. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a effectivement un raidissement, mais enfin, au-delà du raidissement, c'est pas conjoncturel le raidissement. On a vous l'avez dit en introduction, on a deux récits, on a des récits historiques profondément antinomiques. Il n'y a jamais eu vraiment de rapprochement ou de tentative de dialogue à un haut niveau. Il y a eu toujours le rejet de l'autre, le rejet de ces histoires, de ces deux histoires qui entrent en collision. Et fondamentalement, c'est pour ça que je disais que 48, à mon avis, c'est la date, en fait, de toute façon, qui fonde l'ensemble
de ce qui va suivre. Depuis 1948, il n'y a jamais vraiment eu de dialogue ou de rapprochement ou d'essayer de confronter ces récits pour trouver une part de dénominateur commun, ce qui pourrait permettre aux Palestiniens et aux Israéliens d'envisager, comme vous le disiez, un État, une société. Dans les faits, on y va. Dans les faits, on y va. Il y a quand même eu Isaac Rabin. Oui, mais c'est vraiment une parenthèse. Même si, évidemment, ça s'est terminé par un assassinat, mais quand même... Parenthèse, mais en tout cas, il y a eu des moments comme ça. Mais enfin, qui ne parlent plus à la jeune génération, non, en tout cas. Pas du tout. Et prochaine séquence à suivre de près dans la région, ça sera donc, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem. Ça sera à la mi-mai. Premier pays européen à l'envisager, lui aussi, un déménagement vers la ville sainte. On l'apprenait vendredi, la Roumanie. La Roumanie, où on retrouve maintenant Roxana Zamfirescu. Bonjour Roxana, merci d'être avec nous depuis Bucarest. Vous êtes journaliste à la télévision publique roumaine TVR. Avec vous, on va revenir sur cette autre actualité en Roumanie. Le dossier fleuve des journées sanglantes qui ont suivi le soulèvement de décembre 1989. L'ancien président Ion Iliescu est soupçonné d'avoir instrumentalisé la révolution. Explication et rappel avec Mathieu Cavada. Face aux journalistes et à leurs questions, il est resté silencieux. À 88 ans, Ion Iliescu entre dans le bâtiment qui abrite le bureau du procureur. L'ancien président est poursuivi par la justice pour crime contre l'humanité. Décembre 1989, le dictateur Nicolae Ceausescu est renversé par un soulèvement populaire avant d'être exécuté. Ion Iliescu prend la tête d'un front de salut populaire. Les jours qui suivent sont sanglants. Près de 950 personnes auraient été tuées. Selon la justice roumaine, il s'agissait d'un plan pour conserver le pouvoir. On lui reproche d'avoir donné des ordres à caractère militaire qui ont conduit à la mort de ces centaines de personnes et aussi à la création d'un désordre au sein de la société. On essaie de voir plus clair qui a fait possible notre liberté, mais qui a aussi tué ces gens qui se sont sacrifiés pour nous. Lui aussi dans le viseur de la justice, même s'il n'est pas poursuivi, le Premier ministre de l'époque, Petre Roman, dénonce une justice politique. Dire que Iliescu voulait organiser des massacres pour ensuite émerger au pouvoir, c'est complètement grotesque. 30 ans après, la Roumanie revisite son passé et sa révolution. Ion Iliescu, lui, affirme garder la tête haute devant le jugement de l'histoire. Et on vous retrouve à Bucarest, Roxana. La question de fond qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce qui s'est passé en 89 était une révolution ou un coup d'État ? Eh bien, on est déjà à la recherche de la réponse 30 ans après la Révolution, après les événements de 1989. Les Roumains semblent voir se confirmer les rumeurs qui couraient déjà des premiers jours de liberté, conformément auxquelles Ion Iliescu était bel et bien préparé à succéder à Nicolae Ceausescu. Et donc, les procureurs disent encore plus, il se serait livré à une véritable et sanglante diversion militaire afin de conserver son pouvoir. Oui, on garde quand même la présomption d'innocence, on n'a pas un verdict, il s'agit des accusations des procureurs. De toute façon, ce n'est pas une surprise, une vraie surprise pour la plupart des Roumains. Mais ça a créé quand même un choc parce qu'il ne s'agit plus de folklore, il s'agit des conclusions d'une autorité respectable de l'État. Voilà. Et on vient de l'entendre dans le sujet qu'on a passé, l'ancien Premier ministre, qui lui aussi est dans le viseur de la justice mais pas inculpé, Petre Roman dénonce une justice politique. Roxana. Ben oui, ça ne surprend personne. De toute façon, Ion Iliescu est un personnage clé de notre histoire récente. Il est vrai que ce sujet est important, mais il s'est un peu égaré parmi les sujets qui sont plus étroitement liés à la vie quotidienne des Roumains, confrontés avec une révolution fiscale, avec une scène politique très tourmentée. De plus, Ion Iliescu n'est plus actif dans la vie publique. Il est toujours le président d'honneur du parti qu'il a fondé et qui est au pouvoir, mais on ne l'a pas plus vu aux réunions du parti. Et puis, les générations changent, vous savez, et il semble un peu que le passé n'est plus une priorité. De toute façon, on parle d'un intérêt majeur, mais qui n'a plus la même dimension qu'il aurait pu avoir il y a 20 ans.
Merci Roxana, merci infiniment d'avoir été avec nous depuis Bucarest. Je vous dis à très bientôt et bon dimanche à vous. La question qui se pose, c'est celle de l'histoire récente. C'est comment un pays se confronte, fait face à son histoire récente. Quel commentaire vous inspire cette actualité roumaine ? Moi, je trouve que l'accusation, la notion de crime contre l'humanité, je ne sais pas pourquoi, confiscation de la révolution, peut-être, oui, en tout cas, ou tentative finalement d'accaparer un mouvement populaire à son compte, peut-être, mais pourquoi crime contre l'humanité ? Est-ce que ça ne serait pas plutôt un débat pour les historiens plus que pour les juristes? Enfin, moi, j'aurais tendance à penser ça. Les révolutions sont toujours des lieux de coup d'État. Parfois, on s'en désole. Parfois, on s'en félicite. Le 18 Brumaire, c'était peut-être pas si mauvais que ça. Non, mais c'est vrai, c'est toujours un moment, quand les bolcheviks prennent le pouvoir au moment de la Révolution d'octobre, là, c'est peut-être un peu moins rigolo. Et donc, oui, peut-être un débat plutôt pour les historiens, je dirais. Myriam, qu'est-ce que vous inspire? Oui, je suis assez d'accord. Finalement, si on élargit, ça renvoie sans doute à ce qui a été à l'époque une vision fantasmée de la révolution, de la mise à bas du régime dictatorial de Ceausescu. Ce qui était intéressant, c'est la réaction en fait d'Iliescu qui dit mais j'ai fait partie de l'histoire, on a essayé de changer les choses, donc lui n'a pas du tout, ne considère pas avoir confisqué quoi que ce soit, ou bien que bon. Il semblerait effectivement que ce Conseil, ce Front de salut national, ait tenté de faire diversion. En tout cas, sur les crimes contre l'humanité, ce qui était évoqué, c'est ce qui aurait été des campagnes d'assassinat ou des exécutions, des opérations qui ciblaient un certain nombre, des membres de l'armée, de l'administration, les opposants, enfin tous ceux qui auraient pu s'emparer du pouvoir. Mais je suis assez d'accord avec vous. Le moment révolutionnaire, on le fantasme, on le romance, mais ça n'a rien de drôle, ça n'a rien de fantasmatique. Je crois qu'il faut. D'ailleurs, je parlais d'élargissement de la perspective parce que on a exactement la même question sur les printemps arabes. On a appelé ces printemps arabes finalement un moment de grands changements, de bouleversements, de passage à la démocratie. Il n'en est rien. Qu'on parle des situations les plus chaotiques ou des pays où les choses se passent relativement bien ou avec une certaine forme de stabilité, mais où on n'est pas du tout non plus dans l'achèvement de la démocratie. Donc on voit bien que je pense qu'il faut arrêter de projeter des catégories fantasmées, regarder le politique pour ce qu'il est dans le moment. Voyons quels seront les résultats de cette enquête, mais cette façon aussi de revisiter le passé, de le réécrire, de le réinventer, c'est peut-être pas non plus ce dont la Roumanie a besoin. Je pose la question pour être un peu plus critique, quand bien même cette enquête est menée aujourd'hui par une institution respectée. Et au total, plus de 1100 personnes seraient mortes pendant ces événements de décembre 1989. Le bilan n'a jamais été clairement établi. Je vous propose qu'on termine cette émission, comme toujours, avec notre ami Dilem, l'actualité d'un coup de crayon. On va voir ce qu'il retient. Vous allez le voir en Syrie, une équipe d'enquêteurs à Douma, suspectée d'avoir été frappée par une attaque chimique. Ils sont déjà, enfin, pourrait-on dire, sur le terrain. Quel terrain ? Demandent les experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques devant un tapis de bombes américaines, britanniques et françaises. D'un mot, vous y étiez, vous, à la Ghouta orientale à Douma, juste avant les frappes. Qu'est-ce que vous avez vu sur place ? Sur place, écoutez, j'ai vu surtout un océan de misère. J'ai vu des camps où il n'y a pratiquement pas de médecins. C'est-à-dire des camps qui accueillaient les réfugiés de la Douma, enfin des personnes déplacées. C'est une situation très critique. Je parle parce qu'on parle souvent effectivement de la condition des réfugiés qui risquent leur vie pour passer la Méditerranée. Mais il faut savoir qu'en Syrie, au sein du camp gouvernemental, il y a environ 15 millions de personnes, 15 millions de Syriens. Sur ces 15 millions de Syriens, il y a 5 millions de déplacés à l'intérieur. Aujourd'hui, juste un chiffre, un Syrien sur 2 ne vit plus dans sa maison. Voilà. Et justement, on continue à parler de la Syrie avec ce dessin de Dilem. On a fait la Syrie ensemble, se flatte Donald Trump, un bras autour des épaules de son vieil ami Emmanuel Macron, qui effectuera une visite d'État aux États-Unis dès demain lundi, et on en reparlera vraisemblablement dimanche prochain. Kim Jong-un endosse son costume de pacificateur. Je vais lâcher mon programme nucléaire, annonce le dictateur nord-coréen. Sur qui lui demande un militaire aux ordres. Une annonce évidemment à l'approche de sommets cruciaux avec la Corée du Sud puis les États-Unis. Pour la première fois depuis 1959, le
président cubain ne porte pas le nom de Castro. Qui est Miguel Díaz-Canel? Juste un kidam à qui j'ai refourgué un vieux taco, explique Raúl Castro devant une voiture sans roue. Ce n'est pas la révolution à Cuba. Et enfin, pour la première fois depuis 35 ans, un film a été projeté mercredi en Arabie Saoudite, séance sur invitation avant ouverture au public. Mais que verront les Saoudiens, s'interroge Dilem face à un écran blanc. Merci Dilem, à dimanche prochain. Merci à vous trois et merci à vous qui nous regardez aux quatre coins de la planète. Je vous souhaite une excellente semaine. À dimanche prochain.